L'Afrique va à la rencontre de la Chine. Le forum de coopération entre les deux parties s'est ouvert aujourd'hui à Beijing. 10 actions prioritaires ont été annoncées par le président chinois Xi Jinping avec un investissement de 50 milliards de dollars. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, y participe et porte la voix de la Confédération des États du Sahel. 29 cas d'inondation et des morts, c'est le bilan des dernières pluies. Le gouvernement et les agences humanitaires sont à pied d'œuvre pour la gestion des inondations. Ils ont reçu hier la reconnaissance du chef du gouvernement. Le Premier ministre a également présidé la réunion du comité interministériel de gestion et des crises et catastrophes. Il en ressort qu'au regard de la situation hydrologique actuelle, la cote d'alerte critique n'est pas loin. Évaluation du procès verbal de négociation entre le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et la CDTM, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Les deux parties avaient 47 points à revoir. Kadiga Toukone nous fait le compte-rendu dans cette édition. Une exposition démonstration d'armement à l'intention des forces de défense et de sécurité du Mali. Elle est faite par 8 sociétés d'armement turques. Prennent part à cette activité des représentants du Niger, du Burkina Faso et du Togo. Elle est placée sous la présidence du président du Conseil national de transition. Mali-Mozambique, le match se joue demain vendredi au stade du 26 mars. Une rencontre au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les enjeux sont nombreux. Premier match du nouveau sélectionneur, le Belge, avec l'absence de plusieurs joueurs cadres pour cause de blessures. Néanmoins, la sélection nationale s'est bien préparée et ambitionne de démarrer de la plus belle des manières. Bonsoir à vous qui nous suivez depuis la Chine ou ailleurs dans le monde. Nous retrouvons à l'instant même Nya Alou Traoré qui présente ce soir la page Forum Chine-Afrique depuis Beijing. Suivons ensemble. Mesdames et messieurs, bonsoir. Niao en langue chinoise, nous sommes bel et bien en Chine, à Beijing, où s'est ouvert ce matin le forum sur la coopération sino-africaine, 9e du genre. Un rendez-vous du dirigeant chinois avec ses homologues du continent pour parler des acquis et de planifier d'autres actions. À l'ouverture du forum, le président Xi Jinping a annoncé des actions prioritaires couvrant notamment la paix, la sécurité, l'agriculture, le commerce et la santé. Pour la mise en œuvre de ces actions, 50 milliards de dollars seront débloqués sur 3 ans. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, y participe et porte la voix de la Confédération des États du Sahel. Le récit de Bourama Traoré, Adama Kamara, Sidiki Balo. Au Grand Palais du Peuple, jour J du grand rendez-vous de la grande famille Chine-Afrique, sur les pas du président Xi Jinping, ses homologues du continent dont le président Assimi Goïta, pour l'ouverture du Forum 2024 de coopération sino-africaine. Le dirigeant chinois est le premier à prendre la parole. Dans une allocution d'une trentaine de minutes, il rappelle les acquis de la coopération sino-africaine avant d'annoncer 10 nouvelles actions prioritaires, parmi lesquelles la paix et la sécurité commune n'ont pas sans raison. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d'1 milliard de yuan RMB, environ 140 millions de dollars américains, formera pour l'Afrique 6 000 professionnels militaires et 1 000 agents de police et d'application de la loi, et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Elle travaillera avec l'Afrique à mener des exercices, entraînements et patrouilles conjoints entre les armées chinoises et africaines. Sans conteste, un environnement paisible et sécurisé est indispensable pour promouvoir la santé de la population. C'est ce qu'a compris le président Xi Jinping qui annonce d'importants projets dans ce sens. Elle enverra en Afrique 2000 professionnels médicaux, réalisera 20 projets d'infrastructures médicales et de lutte contre le paludisme, favorisera l'investissement par les entreprises chinoises dans la production pharmaceutique en Afrique,
et continuera de faire au mieux de ses capacités pour aider l'Afrique à lutter contre les épidémies. Être en bonne santé rime bien avec l'autosuffisance alimentaire, ce qui reste un autre gros défi pour l'Afrique, face auquel la Chine entend apporter son soutien, son expertise au continent à travers le développement et la modernisation de l'agriculture. La Chine fournira à l'Afrique des aides alimentaires d'urgence d'1 milliard de yuan RMB, environ 140 millions de dollars américains, construira en Afrique des zones de démonstration agricole standardisées d'une superficie d'environ 6670 hectares, enverra 500 agronomes dans les pays africains, créera sur le continent une alliance Chine-Afrique pour l'innovation scientifique et technologique agricole et réalisera en Afrique 500 projets d'intérêt public. Dans le domaine du commerce, la Chine est le premier partenaire de l'Afrique depuis 15 ans et dans les 3 années à venir, le président Xi Jinping nourrit de grandes ambitions pour le secteur. La Chine entend faire du grand marché chinois une grande opportunité pour l'Afrique. Elle élargira l'accès des produits agricoles africains à son marché, approfondira la coopération sino-africaine sur l'e-commerce et autres domaines, et mettra en œuvre un programme sino-africain sur le rehaussement de la qualité. Elle est prête à conclure avec la partie africaine des accords cadres de partenariat économique pour le développement partagé afin de fournir au commerce et à l'investissement entre la Chine et l'Afrique une garantie institutionnelle durable, stable et prévisible. La Chine élargira de sa propre initiative et de façon unilatérale l'ouverture de son marché. Elle a décidé d'accorder le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. Des actions sont également annoncées pour favoriser davantage l'interconnexion des infrastructures en Afrique. Pour ce faire, une trentaine de projets seront initiés, 1000 autres seront concrétisés pour le bien-être social. Pour traduire dans les faits les 10 actions annoncées, une enveloppe conséquente est débloquée. Le gouvernement chinois accordera à l'Afrique dans les 3 ans à venir un soutien financier de 360 milliards de yuan RMB, environ 50 milliards de dollars américains, y compris 210 milliards de yuan RMB, environ 29 milliards de dollars américains de lignes de crédit, 80 milliards de yuan RMB, environ 11 milliards de dollars américains d'aide sous différentes formes, et au moins 70 milliards de yuan RMB, environ 10 milliards de dollars américains d'investissement d'entreprises chinoises en Afrique. Naturellement, ces annonces sont applaudies par l'Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine donne une bonne note à cette coopération avec l'Empire du Milieu. Pour le Mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, les 2 parties ont une identité de vue sur des questions de développement et de sécurité. Nous croyons tous fermement en un avenir partagé de l'humanité. Nous croyons tous en développement durable. Nous œuvrons tous au bien-être de tous les pays et de tous les peuples. Et nous faisons tous de la paix et de la sécurité mondiale la priorité des priorités. Et nous croyons tous en l'importance d'un ordre multilatéral juste et équilibré pour que chacun et chacune vivent dans la paix et la prospérité. Au forum de Beijing, la voix de la Confédération des États du Sahel est portée par le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta plaidera pour plus d'actions communes en faveur de la sécurité, une préoccupation qui doit occuper une place de choix dans la déclaration et les plans d'action qui seront adoptés à l'issue des travaux. Après la cérémonie d'ouverture, les invités du président chinois ont animé des panels de haut niveau. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a tenu en haleine un public d'experts avertis sur la thématique, la gouvernance. Le président de la transition a partagé sa vision sur la question et les efforts entrepris par le Mali dans ce sens. Ibrahima Traoré nous en dit plus. Son discours était attendu. En prenant part à la conférence de haut niveau sur la gouvernance, le président de la transition se félicite tout d'abord de l'excellence des relations entre le Mali et la Chine. Cela, souligne-t-il, dans un contexte international marqué par des défis multiformes. Colonel Assimi Goïta salue particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens de coopération bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun
et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par 3 principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Face aux défis sécuritaires, le président Goïta fustige l'attitude des forces néocoloniales. Citant l'exemple de la lutte contre le terrorisme au Mali, le chef de l'État déplore la complicité et le soutien de certains États aux forces du mal dévoilées au grand jour. Alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzaouaten dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. Et la Confédération des États du Sahel se pose comme une réponse face à la menace qui pèse sur la région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Évoquant la gouvernance proprement dite, le président de la transition n'a pas manqué de partager l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali. Des actions concrètes sont entreprises pour conduire le pays vers la voie de la modernisation. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale, avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique, qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Des réformes majeures sont aussi engagées pour refonder l'État. C'est pour répondre aux aspirations des populations, aspirations exprimées aux Assises nationales de la refondation et au dialogue intermalien. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple.
Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il le rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Le président Assimi Goïta a enfin réitéré la reconnaissance du peuple malien aux amis du Mali qui œuvrent aux côtés du pays pour la paix, la stabilité et le développement. Le Mali, rassure-t-il, reste déterminé à approfondir et à fortifier ses relations avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs de respect, de souveraineté et de coopération gagnant-gagnant. La bonne gouvernance, un système de santé performant ou encore la souveraineté alimentaire, tout ceci se vit dans un pays en paix et en sécurité. Cela aussi est pris en charge dans les cahiers de charges des autorités de la transition. Le ministre colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a justement pris part à une conférence de haut niveau consacré à ces questions. Il représentait notre pays, le Mali. Quel était l'enjeu principal pour notre pays en prenant part à cette conférence? Je vous propose d'écouter le ministre de la Défense et des anciens combattants. La participation de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, est une manifestation de l'excellente relation culturelle, diplomatique, militaire entre la République du Mali et la République populaire de Chine. L'organisation thématique du sommet a permis à la délégation malienne de rencontrer d'autres délégations et de partager notre compréhension sur les sujets d'intérêt stratégique. Nous avons participé à une conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité. Là aussi, nous avons pu partager notre vision sur la sécurité, notamment dans la zone de la Confédération des États du Sahel. Nous avons fait savoir que le terrorisme ne doit pas être instrumentalisé à des fins politiques et que la gestion du terrorisme doit passer forcément aussi par une approche globale. Et dans ça, il y a plusieurs aspects à prendre en compte, notamment la lutte contre la pauvreté et l'inégalité qui existe au niveau des institutions financières mondiales qu'il faut corriger. Et nous pouvons dire qu'en ce qui concerne les aspects de sécurité et de défense, ce sommet a été une parfaite réussite. Dans le cadre du partenariat stratégique annoncé par le président chinois lors de sa rencontre avec le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, reçue à la banque chinoise d'import-export, la Exim Bank of China. Les deux parties conviennent de continuer le partenariat. La banque est prête à soutenir de nouveaux projets au Mali. Reportage.
La Chine et le Mali écrivent de nouvelles pages de leur partenariat public-privé qu'ils veulent davantage gagnant-gagnant. Certains indicateurs permettent dorénavant cette possibilité. Les relations bilatérales seront désormais stratégiques. Dans le cadre donc de la coopération du Sud globale, nous avons été très ravis d'écouter le partenariat que la Chine offre aujourd'hui aux pays africains et tous les investissements directs chinois, de même que les financements qui ont été évoqués lors de ce sommet. Je voudrais, au nom du président de la transition du Mali, rappeler tout le grand intérêt que nous avons à développer et à renforcer le partenariat avec la Chine dans un partenariat gagnant-gagnant, que ce soit au niveau des États, également au niveau des entreprises privées. Ces propos sont tenus devant le partenaire chinois, la Exim Bank of China. Exim Bank collabore avec le Mali depuis 1998. Elle soutient des projets dans le domaine des énergies, les télécommunications et les routes. Le directeur général adjoint, après les civilités présentées à la délégation, n'a pas manqué de rappeler l'excellence des rapports de coopération et de collaboration avec notre pays. Nous avons évoqué donc les difficultés actuelles du monde qui est qu'aujourd'hui on a un système financier qui est très déséquilibré et une gouvernance mondiale aujourd'hui qui est très déséquilibrée en défaveur des pays africains. Et nous nous sommes tous engagés, comme par le passé, à renforcer la collaboration en vue de changer la donne. Dans ce cas, nous avons rappelé dans le cadre bilatéral la même vision que nous avons, c'est-à-dire le respect de la souveraineté des pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, et ce qui fait que la Chine et le Mali partagent la même vision. Maintenant, dans le cadre de la relation entre le Mali effectivement et Exim Bank, comme il l'a rappelé, nous avons eu plus de 700 millions de dollars de financement dans divers secteurs, comme cela a été évoqué, la télécommunication, le numérique, donc l'énergie et les transports. Le ministre a aussi informé l'assistance des différents protocoles d'accord et des mémorandums signés au cours de ces séjours présidentiels. Alousseini Sanou de spécifier l'attention particulière accordée par le président, le colonel Assimi Goïta, aux porteurs de projets sur le Mali. À l'issue de l'entretien, la Exim Bank of China reste aux côtés du Mali en fonction des perspectives, avec de nouvelles possibilités de financement pour un élargissement aux échanges des prêts commerciaux. En marge des travaux du FOCAC, le président de la transition va respecter une tradition. Il s'agit de la rencontre avec les Maliens de la diaspora, une façon pour nos dirigeants d'échanger à bâton rompu de l'actualité du pays et surtout de véhiculer la bonne information. Ici, à Beijing, la rencontre se tiendra à l'ambassade du Mali et tout est fin prêt, nous dit le consul du Mali en Chine, Mamadou Souri Dambélé, que je vous propose d'écouter. Demain, c'est un grand jour pour la communauté malienne et résidant en Chine. À mon titre de consul général du Mali à Guangzhou, où est concentrée la grande majorité de la communauté, nous les invitons à venir à la rencontre du président. Et cette rencontre sera très bénéfique pour eux. Alors à ce titre-là, je les invite de continuer à se mobiliser massivement. Voilà pour l'actualité de ce jeudi du séjour chinois du président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Beijing. On se retrouve demain sur l'ERTM pour d'autres informations. Bonsoir à tous. Merci Yaya Alou Traoré et bonne émission à toute l'équipe. Ici, au Mali, le Premier ministre exprime la reconnaissance du gouvernement aux agences humanitaires dans le cadre de la gestion des inondations. C'était lors d'une rencontre au cours de laquelle il a insisté sur la nécessité de la coordination des actions
Le chef du gouvernement a également présidé la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. De la rencontre, il ressort que les dernières pluies ont fait 29 cas d'inondation et des pertes en vies humaines. Au regard de la situation hydrologique actuelle, la cote d'alerte critique n'est pas loin. Reportage Mamadi Kone, Aliou Touré. La présentation de la situation des inondations et les mesures prises par le secrétariat permanent du comité pendant la période du 28 août au 2 septembre 2024. C'est autour de ces 2 points que s'est tenue cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Et 4 régions plus le district de Bamako ont été touchées et nous avions enregistré 29 cas d'inondation, 9 cas d'effondrement et 1 cas de foudre. Donc faisant 4778 personnes sinistrées, dont 1261 hommes, 1333 femmes, 2184 enfants. Malheureusement, pendant cette petite période, nous déplorons 20 cas de perte en vies humaines, dont 8 cas à Bamako, 9 cas dans la région de Koulikoro, 1 cas à Ségou, 2 cas à Kita et avec un total de 8 blessés. Nous avons aussi un nombre important de gens qui ont été foudroyés. Les besoins en vivres pour cette période sont estimés après à 25 tonnes de riz, 25 tonnes de mil, 1628 litres d'huile. À cela s'ajoutent aussi des besoins en non-vivres. En termes d'alerte, Monsieur le Premier ministre, la situation hydrologique actuelle le long du fleuve Niger et du Bani est particulièrement alarmante, selon les services même de l'hydrologie. Donc la tendance est à la hausse et elle sera amplifiée malheureusement par les fortes pluies locales, les apports d'eau des pays voisins qui pourraient conduire au débordement des eaux du cours normal. Du début de l'hivernage à ce jour, le pays a enregistré 254 cas d'inondation, 57 cas de pertes en vies humaines, 126 034 personnes sinistrées et 112 blessés. La poursuite de l'enregistrement biométrique des sinistrés sur le terrain continue encore et la prise en charge sanitaire de tous les blessés et leur approvisionnement en vivres et en non-vivres continue conformément à ce qui se fait, mais tout se fait en rang serré, en collaboration directe avec les autres services techniques de Secogec. Dans le cadre de la prévention, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a fait l'état d'avancement des travaux de curage. Au niveau des collecteurs, il y a 32 km qui sont financés sur le budget national. Et ces travaux sont au niveau un taux d'avancement de 94% d'exécution. En ce qui concerne les travaux financiers sur le projet Pruba, sur 57 km de collecteurs accurés, nous sommes à 40% de taux d'avancement. Donc, et ce qui fait pour l'ensemble des 2 volets un taux d'avancement de 60% au niveau des collecteurs. Et pour les caniveaux, sur 213 kilomètres de caniveaux accurés, nous sommes à un taux d'avancement de 20%. À l'ouverture de la rencontre, le Premier ministre a rappelé les activités phares comme la visite du président de la transition au centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes Secogec, la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire au cours duquel une série de mesures ont été prises. Je crois que les populations de notre pays doivent être très sensibles à ce que vous venez de dire. Parce que le gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour éviter des drames humains. Mais il y a la part des populations, comme vous l'avez dit, tous ceux qui sont dans les zones susceptibles d'être inondées ou envahies par les ruissellements d'eau de pluie doivent redoubler de vigilance. Au besoin, prendre des mesures conservatoires pour s'éloigner de certaines zones, certaines emprises en attendant. Pour le reste, nous allons continuer à faire ce que nous pouvons. Auparavant, le Premier ministre avait rencontré les agences humanitaires en présence des membres du comité interministériel. Il a saisi cette occasion pour les rendre hommage pour tout ce qu'elles font dans le cadre des inondations. J'ai souhaité donc vous rencontrer pour vous remercier et vous dire que nous sommes très attentifs au rôle que vous êtes en train de jouer. Nous avons aussi décidé de vous faciliter le travail et de nous faciliter aussi. Que maintenant, on agit suivant un système d'entonnoir. Tout ce que nous faisons va converger vers le ministère de l'Action humanitaire. L'effort de chacun sera documenté et, si nécessaire, présenté là où il faut.
À l'entame de ses propos, le Premier ministre a fait l'historique des interventions et de l'échec des forces et opérations militaires étrangères successives au Mali. Dr Choguel Koukala Maïga considère que les catastrophes naturelles constituent aujourd'hui les seconds adversaires de notre pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, secrétaire permanent du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes, invite les populations à l'évacuation des zones riveraines car la montée continue et les apports d'eau sont très importants. Les services du département restent joignables sur les numéros suivants: Protection civile 80 00 12 01, Police nationale 80 00 11 15, Gendarmerie nationale 80 00 11 14, Garde nationale 80 00 11 25, Secogec 61 26 66 66 61 57 38 38. Quatrième rencontre du comité régional de veille sur les inondations. À l'ordre du jour, le compte-rendu de la dernière rencontre en date du 2 septembre, la situation des inondations du 26 août au 1er septembre, les actions menées entre autres, une réunion suivie d'une visite de terrain et des distributions de vivres et non-vivres aux sinistrés, en plus d'une enveloppe symbolique au nom des autorités de la transition. Boubacar Bablietouri. Le comité régional de veille sur les cas d'inondation au chevet des sinistrés. Ils sont des dizaines à avoir perdu leur abri. Ils sont logés dans des écoles et autres espaces grâce aux efforts du gouvernement. Ils reçoivent ainsi des vivres et non-vivres et des enveloppes symboliques de la part des visiteurs. Un moment chargé d'émotion. La visite ce matin s'inscrit dans le cadre du soutien moral, aussi matériel, composé de mil et de sucre. Et aussi pour dire aux victimes que les autorités au plus haut niveau sont engagées et sont déterminées à les accompagner dans la gestion de cet événement malheureux que Bamako, comme d'autres parties du pays, ont connu. La visite a concerné les sinistrés logés dans 4 écoles en commune 1 et 2 du district de Bamako. Cette visite a été précédée de la réunion hebdomadaire du comité régional de veille sur la gestion des inondations dans le district de Bamako qui a été mis en place à cet effet. Cette rencontre a permis de faire le point de la situation à la date du 2 septembre et de faire des planifications pour les jours à venir. Dans la nuit du 30 au 31 août 2024, le bilan des inondations enregistrées dans le district de Bamako est le suivant. 24 cas d'inondation qui a causé beaucoup de dégâts matériels. En termes de sinistrés, nous avons recensé 5059 personnes au niveau de 734 ménages. Malheureusement, nous avons rencontré des cas de décès au nombre de 8. En termes de dégâts matériels, nous avons enregistré 177 chambres et murs qui ont été effondrés, 210 latrines avec 181 puits qui ont été infectés. Et présentement, nous avons 4 écoles qui sont occupées par les sinistrés des inondations dans le district de Bamako. Pendant la rencontre, l'association Action Jeune a remis 1 million de francs CFA au comité en guise de contribution dans la prise en charge des sinistrés. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a rencontré les membres de la CDTM, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Il était question d'évaluer le procès-verbal des négociations. Les deux parties avaient 47 points à revoir. Le point avec Khadija Toukone. La Maison du dialogue social ouvre ses portes à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM. Rappelons qu'un pacte de stabilité sociale a été signé le 25 août 2023 entre le gouvernement et les centrales syndicales. Une signature gage de stabilité sociopolitique du pays. Il s'agit maintenant de faire l'évaluation des procès-verbaux de négociation. Sur la table, 47 points sont à revoir. Cette centrale, qui n'a jamais déposé de préavis de grève, privilégie le dialogue pour l'amélioration des conditions de vie de travail des travailleurs. Pour nous, il s'agit aujourd'hui d'avoir une vision commune sur les points qui ont été exécutés. On a déposé un cas de doléance de 47 points. Et on sommes parvenus à 36 points d'accord, 7 points de désaccord, 2 points retirés. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que les points d'accord soient exécutés.
Principalement, il y a des questions qui nous tiennent quand même à cœur. Ça, c'est le premier point d'ailleurs. L'augmentation de la valeur indiciaire. Ensuite, la question de la relance véritable du terrain de chemin de fer. Et ensuite, la question de la passerelle entre les deux fonctions publiques, la fonction publique de l'État et la fonction publique de la collectivité. Le ministre de la fonction publique salue le consensus trouvé avec les différentes centrales syndicales grâce à ce pacte de stabilité sociale. Cette évaluation est de respect d'un engagement consigné dans le pacte de stabilité sociale. Et tous les acteurs et tous les partenaires sociaux souscrivent à cette démarche de dialogue social. Ils ont renouvelé leur engagement effectivement à œuvrer avec nous dans le pacte pour avoir un climat social apaisé. Donc l'évaluation, c'est un processus. Il s'agit effectivement de voir l'ensemble des points du PV, ce qui est satisfait, ce qui est éteint, ce qui n'est pas éteint et pourquoi ce n'est pas éteint, quelles sont les difficultés qui empêchent l'extinction et comment ensemble on peut effectivement s'asseoir pour voir quelles sont les voies à suivre pour que ces points-là soient éteints. Avec la situation actuelle de notre pays, le ministre invite toutes les parties prenantes à un dialogue constructif et apaisé pour consolider et favoriser l'essor du Mali. Un pays ne peut se construire que lorsque effectivement on est dans un climat social apaisé. Et ce climat social apaisé ne peut être obtenu que par l'engagement des partenaires sociaux, qui sont les syndicats, les patronats et le gouvernement. D'ailleurs, ils nous ont effectivement donné confiance en disant qu'ils sont avec nous dans le pacte. Et dès l'instant qu'ils nous disent qu'ils sont avec nous dans le pacte, nous pensons que tout est permis. Le ministre n'a pas manqué d'apprécier le patriotisme, le sens de l'intérêt général et le dévouement de ses interlocuteurs pour la bonne marche du Mali-Koura. 8 sociétés d'armement turques organisent une démonstration d'armement à l'intention des forces de défense et de sécurité du Mali sous l'égide de l'Agence nationale de la sécurité d'État. Cette exposition à laquelle participent les représentants du Niger, du Burkina Faso et du Togo est placée sous la présidence du président du Conseil national de transition. Le compte rendu de Alousseni Touré. C'est dans le cadre de la bonne coopération existante entre le Mali et la République de Turquie que se tient cette exposition, la plus grande opérée par la Turquie en Afrique selon les orateurs du jour. L'exposition compte des armes à grand et petit calibre. Elle vise à faire connaître le génie créateur de ce pays et de ses hommes. Pendant 7 jours, vous aurez l'occasion de découvrir ces innovations à travers des expositions et des démonstrations qui mettront en lumière le génie créateur des sociétés participantes dans le domaine des équipements militaires. Dans un contexte géostratégique complexe et en constante évolution, où les défis sécuritaires sont de plus en plus sophistiqués, il est impératif de nous équiper de moyens les plus modernes et adaptés pour renforcer notre outil de défense et de sécurité. Les matériels et équipements que vous aurez la chance d'explorer durant ces 7 jours illustrent non seulement les innovations de pointe, mais aussi le savoir-faire des sociétés exposantes. Exposé à une guerre contre les groupes terroristes armés sponsorisés, le Mali se doit de se doter des meilleures armes en termes d'efficacité. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette démonstration. Nos forces de défense et de sécurité sont résolument engagées et se battent au quotidien sur tous les fronts contre l'insécurité, le terrorisme, les menaces sous toutes ses formes et contre toutes les formes d'ingérence et d'agression possibles contre notre sécurité, pour l'intégrité de notre territoire national, la protection de nos concitoyens et leurs biens, où qu'ils se trouvent. C'est le lieu de saluer encore une fois la bravoure, le courage, l'engagement, la détermination et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. La montée en puissance d'une armée est essentiellement basée sur les moyens humains et les moyens matériels. Donc des hommes bien formés, bien entraînés, aguerris et bien équipés. Et cela est en parfaite cohérence et adéquation avec la vision stratégique du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Et je puis vous rassurer qu'il y tient, il veille au quotidien. 8 sociétés turques spécialisées chacune dans la production d'armes conventionnelles de dernière génération sont venues à l'assaut du marché sécuritaire du Mali, des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et du Togo. L'exposition dure 7 jours. Parlons santé. Visite ce matin du ministre de la Santé et du Développement social
au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose du Point G pour s'enquérir des conditions de travail des agents du centre. Ce centre accueille des malades venus de toutes les régions du pays et de la sous-région. Cependant, il est confronté à des défis. Le ministre s'est également rendu à Dar Salam pour visiter 5 autres structures de son département. On fait le point avec Mamadou Fani. Créé en 2008, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, à l'image d'autres structures hospitalières du pays, est fortement sollicité. Prévu pour la prise en charge de 500 malades, le centre accueille de nos jours plus de 1700 patients. Pour cette première visite volontaire d'un ministre de la Santé dans ce centre, les responsables de la structure ont saisi l'occasion pour évoquer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Parmi ces problèmes, on peut citer l'insuffisance des moyens humains, matériels, financiers et l'accès à certains médicaments et vaccins pour les malades. Avec cet accroissement exponentiel des malades, il y a quand même lieu de donner plus de moyens financiers au centre pour pouvoir davantage faire face à ces missions essentielles. Nous recevons les malades de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal et nous formons les médecins du Sénégal, du Burkina, du Niger, et donc il y a lieu de travailler davantage et que nous avons également besoin de ce soutien. C'est un centre qui est vraiment nécessaire parce que c'est un des rares centres de cette prise en charge là en Afrique de l'Ouest et dire qu'il y a beaucoup de défis. Et c'est une maladie héréditaire qu'on retrouve un peu partout chez nous. On a vu tout ce qu'ils ont comme problème et on les a encouragés parce qu'ils n'ont pas souvent les moyens de leur mission. Mais malgré ça, ils font du travail très remarquable. Et nous avons pris acte et on reviendra avec des solutions, Inch'Allah. La ministre de la Santé et du Développement social s'est également rendue dans 5 structures de son département. Il s'agit entre autres de la direction de la pharmacie populaire du Mali, le laboratoire national de la santé et l'inspection de la santé. Ici, les défis restent les mêmes. Nous avons 5 directions qui se trouvent à ce niveau. Nous avons vu qu'avec les inondations, il y a eu quelques dégâts. Donc nous sommes avec la direction de la CEPRIS. On va essayer d'abord d'évaluer sur le plan de bâtiments, d'infrastructures, tout ce que la pluie a causé comme dégâts. Et après, on verra un plan de réaménagement de ces locaux-là. À toutes ces structures visitées, la ministre leur a demandé de penser au bien-être de la population. Elle les a assurés que l'État prendra toutes les mesures pour mettre à la disposition de ces structures les moyens pour leur permettre de remplir leur mission. Mais cela va nécessiter la patience et la compréhension de tout un chacun. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangaré, a présidé la cérémonie de célébration du 63e anniversaire des commandos parachutistes, une occasion de reconnaître les efforts consentis par les anciens commandos en les remettant des attestations de reconnaissance. Commentaire Youssouf Diakité. Cette cérémonie consacre la célébration du 63e anniversaire du régiment des commandos parachutistes. Une cérémonie marquée par des démonstrations de sauts, d'arts martiaux et des prestations d'artistes. L'occasion était aussi opportune pour remettre des attestations de reconnaissance à une vingtaine de personnes du régiment des commandos parachutistes. Nous sommes le 5 septembre, date anniversaire des parachutistes, une journée historique. À cette occasion, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue au camp parade de Djibomi, camp héroïque et historique de cette cité. Vous êtes ici rendre grâce à Allah pour sa miséricorde et sa bienveillance en ce jour d'anniversaire. Le chef d'état-major général adjoint des armées a saisi l'opportunité pour rendre hommage aux anciens commandants du régiment pour le sacrifice consenti pour la défense de la patrie. On peut dire d'abord que le bilan est satisfaisant. À un moment donné, le Mali a pris ses destinées en main pour former ses parachutistes sur place. Et c'est cette dynamique qui continue aujourd'hui. C'est le seul régiment qui est en charge de la formation de tous les parachutistes du Mali. Aujourd'hui, encore une fois, le 5 septembre, nous sommes très fiers d'avoir une compassion envers les grands aînés, nos devanciers, et surtout à travers ces sauts, ces démonstrations, faire comprendre à la nouvelle génération que cette dynamique doit être maintenue. Le général de brigade Keba Sangaré a par ailleurs insisté sur la cohésion et la solidarité au sein des forces armées pour l'atteinte des objectifs recherchés.
Le rapport de synthèse de la campagne d'évaluation 2022 des programmes de formation des institutions et établissements d'enseignement supérieur est disponible. Les évaluations ont été conduites par la direction exécutive de l'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a remis le rapport de synthèse au ministre de tutelle. C'était en présence de notre reporter Nouhoum Sissoko. Pour la campagne d'évaluation 2022 des programmes de formation des instituts et établissements d'enseignement supérieur, la MACSUP, Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a enregistré à la suite d'un appel d'offres 477 dossiers de candidature dont 383 jugés éligibles. Il s'agissait de fournir au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique une base de décision pour la reconnaissance nationale. L'évaluation des programmes de formation, c'est d'abord l'appel à candidature, la phase d'auto-évaluation au sein des institutions d'enseignement et la phase d'évaluation externe par les experts. Au terme de ces évaluations des programmes de formation des instituts et établissements d'enseignement supérieur effectués par la MACSUP, les experts évaluateurs ont rédigé des rapports qui font état de l'avis du comité d'évaluation et les recommandations formulées pour l'amélioration de la qualité des programmes évalués. Le conseil scientifique investi de l'autorité d'examiner et de valider les rapports d'évaluation a tenu 2 sessions de 3 jours pour examiner et valider les rapports d'évaluation présentés par la direction exécutive sur la base du travail des experts évaluateurs. Le rapport de synthèse porte sur la présentation du déroulement de la campagne 2022 de façon exhaustive ainsi que des recommandations formulées à l'endroit de toutes les parties prenantes. La campagne d'évaluation envoie un signal clair aux établissements d'enseignement supérieur dans leur ensemble, publics comme privés, sans distinction, pour qu'ils prennent les dispositions requises dans l'amélioration des contenus de formation dispensés, dans l'objectif de permettre aux institutions d'enseignement supérieur de réaliser une formation de qualité, la co-construction des programmes de formation en relation avec le monde économique qui implique tout naturellement la révision périodique des programmes de formation, le suivi du devenir des sortants des IES. Le ministre rassure que le département va poursuivre les efforts pour l'amélioration du cadre des apprentissages et des conditions du personnel. L'autorité de protection des données à caractère personnel constate avec regret que depuis un certain temps, certains, à travers des pages, des web TV, des blogs sur des plateformes en ligne, s'adonnent en violation flagrante de la réglementation en vigueur à la collecte et à la diffusion des données à caractère personnel, parfois sensibles tels que les dossiers de santé, les dossiers judiciaires, les données se rapportant à la vie privée, entre autres. La PDP rappelle que le traitement de telles informations n'est autorisé que lorsqu'il est mis en œuvre par des journalistes dans le cadre exécutif exclusif de leur activité de journaliste, conformément aux dispositions de la loi numéro 00-46 du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse. À cet égard, la PDP rappelle qu'en dehors des cas expressément autorisés par les dispositions légales et réglementaires en la matière, la diffusion par une tierce personne de telles données en violation des principes fixés par les dispositions ci-dessus évoquées est passible d'une amende de 5 millions et 20 millions de francs CFA sans préjudice des poursuites pénales conformément aux infractions prévues par le Code pénal et la loi numéro 2019-056 portant répression de la cybercriminalité. Enfin, la PDP invite les victimes de ces dérives à dénoncer aux autorités compétentes ces agissements contraires aux dispositions légales. Ouverture ce matin des assises de la 23e Assemblée générale ordinaire de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali. Au cours de la rencontre, les acteurs vont passer au peigne fin les rapports d'activité 2023, procéder au renouvellement partiel des bureaux des organes, entre autres. En ce qui concerne le bilan, l'association dit avoir engrangé des résultats positifs. Toutefois, des défis restent à relever. Reportage Bokari Koulibaly à Loubékoné.
23e Assemblée générale ordinaire de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali, les responsables tirent le bilan de l'exercice 2023. Un bilan jugé positif au regard des résultats engrangés dans le secteur de la microfinance. Au 31 décembre 2023, la PSFD Mali comptait 1005 points de service répartis sur le territoire national. 1 563 833 sociétaires, 150 milliards de francs CFA de dépôt avec une croissance de 1,5% par rapport à 2022, 195 milliards de francs CFA d'encours de crédit avec une croissance de 1,93% par rapport à l'exercice 2022, avec un taux de pénétration qui est demeuré stable autour de 17% entre 2022 et 2023. Malgré ces résultats, le secteur de la microfinance connaît des défis tels que le manque de financement, la problématique de la digitalisation des produits et services, entre autres. Pour relever ces défis, le département chargé des finances s'est dit prêt à accompagner les acteurs du secteur. Les défis et les difficultés auxquels le secteur est confronté interpellent votre association à plus de professionnalisme, de bonne gouvernance et de bonne gestion. Pour ce faire, l'État sera toujours à vos côtés dans l'exercice de votre double mission financière et sociale. Ce cadre a été l'occasion pour annoncer la tenue des assises de la Fédération des APFSD de l'UEMOA prévue le 12 septembre prochain à Bamako, une fédération dont le Mali assure la présidence pour la période 2023-2025. Fin de course pour le plus grand producteur et fournisseur de la région de Bougouni en cannabis. Les agents de l'OCS de Bougouni viennent de mettre la main sur lui et l'ont conduit devant le procureur du tribunal de Bougouni. L'intéressé a cultivé cette année environ 15 000 pieds de cannabis. Ces plants ont été défrichés et détruits par l'OCS de Bougouni, compte rendu Jafar Haïdara. C'est une véritable prouesse que vient de réussir l'OCS de Bougouni en démantelant un réseau de culture de cannabis. Le produit était soigneusement cultivé dans un champ de coton de 10 hectares dans le village de Siré, dans le cercle de Garalo. C'est un champ de 10 hectares où nous avons trouvé que c'est fait de cotonniers et beaucoup de pieux de cannabis. Donc nous avons enlevé tout ce qu'on en a besoin. Les pieds de cannabis, fait 15 000 pieds. On a enlevé les pieds, on a miné cette quantité et maintenant on a détruit le reste. Cette grande prouesse a été rendue possible grâce à une franche collaboration entre l'OCS et la population. La culture de chanvre indien est réprimée. C'est de la drogue réprimée. Ça fait partie des tables 3 de drogue. C'est condamné de 1 à 5 ans, de 0 à 5 ans d'emprisonnement ferme. À la population de nous aider à démasquer ces gens-là, de nous aider à pouvoir les arrêter, de nous aider à démasquer les gens qui cultivent, qui produisent ou bien qui vendent, pour que nous mettions la main sur eux. Sans eux, nous ne pouvons rien faire. À noter que ce type qui vient d'être démasqué était le plus grand producteur et fournisseur de la région de Bougouni en cannabis. Les travaux des journées écologiques de Sibi sont lancés. Avec cette initiative, l'ONG Energia Mali entend apporter sa contribution à la lutte contre les effets des changements climatiques. C'est pourquoi plusieurs activités sont au programme, notamment des séances de plantation d'arbres, de sensibilisation et d'information. Yusuf Diakité et Tayeb Adiaouyakoui. Ces journées écologiques qui sont lancées ici à Sibi sont une initiative de l'ONG Energia Mali, une ONG qui milite quotidiennement contre les menaces environnementales et surtout les effets des changements climatiques. Les autorités communales de Sibi ont accueilli l'initiative avec joie et enthousiasme. Ça va changer considérablement les attitudes et les pratiques des uns et des autres par rapport à notre environnement. Parce que nous devons respecter notre environnement, nous devons respecter la faune, la fleur et tout ce qui a un rapport avec l'environnement. Les journées écologiques, c'est un programme de développement socio-économique et culturel pour la commune de Sibi en particulier. Energia Mali a voulu donner la main à la commune de Sibi, qui comprend près de 21 villages, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes environnementaux. Vous savez, c'est une zone qui regorge
vraiment de beaucoup d'atouts, de beaucoup d'avantages, mais qui a des défis importants environnementaux à relever. Et par rapport à ça, nous avons identifié par exemple des aspects liés aux visites touristiques qui sont effectuées par les gens au niveau de Bamako, se déplacent beaucoup pour ici. Les gens d'autres pays même viennent, mais autour de ces monuments historiques, qu'est-ce qu'on retrouve? Des sachets plastiques, des déchets importants. Donc ça, c'est une forme de pollution qui à long terme va être contre les paysages historiques de Sibi. Le préfet de Sibi, représentant le gouverneur de Koulikoro, qui a officiellement lancé cette journée écologique, a salué la détermination de l'ONG Energia en faveur de l'environnement de façon globale. Nous ne pouvons que remercier les organisateurs et de les encourager dans ce sens-là. Et mieux que ça, je dis que nous, au niveau de la région, au niveau des représentants de l'État que nous sommes, notre accompagnement ne fera pas défaut. L'un des moments forts de la cérémonie a été la présentation de sketchs et la projection de ces films de sensibilisation sur l'importance de l'arbre dans notre vie de tous les jours. Nous restons à l'intérieur du pays pour parler du lancement à Tombouctou des activités du curage des caniveaux dans les communes de Diré, Tombouctou et Goundam. Cette activité, pilotée par le PAFEM et mise en œuvre par la MSS, permettra d'injecter près de 164 millions de francs CFA pour les jeunes à travers un cash transfert. Tombouctou, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Ce lancement des travaux TP-IMO du programme PAFEM dans la commune de Tombouctou concerne le curage des caniveaux. Ce projet impactera positivement la vie de 12 522 ménages directement et 2087 personnes, dont 70% des enfants touchés indirectement. Ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit là d'un programme de développement qui aide beaucoup la population de Tombouctou à assainir la ville et qui vise aussi à définir des actions dans le cadre de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Vous savez, les premiers bénéficiaires sont les jeunes, parce qu'aujourd'hui, le projet met la parité, 50 femmes, 50 jeunes. Donc c'est pour vraiment aller avec, c'est la jeunesse qui est l'autre là, qui aujourd'hui qui est vulnérable. La jeunesse, il faut vraiment la rendre active, il faut la créer. L'UNICEF est impliqué dans ce projet dans le but de renforcer la résilience des communautés touchées par le conflit au Mali. Ce projet nous donnera l'opportunité de soutenir la réalisation de ces travaux d'intérêt public qui incluent le curage des caniveaux, l'assainissement et la réhabilitation des digues de protection dans les 3 communes du projet, à savoir Tombouctou, Diré et Goundam. Ces travaux de curage viennent à point nommé dans la région de Tombouctou où des risques d'inondation sont perceptibles cette année. Dans ces cas, j'invite la direction du projet, UNICEF et ONG AMSS à faire exécuter les actions dans le respect de l'intérêt exclusif des populations bénéficiaires à qui je demande de faire des travaux de qualité. Car elles en sont les premières bénéficiaires des impacts positifs de l'environnement assaini. Premier coup de pioche et remise de matériel TP-IMO aux autorités communales ont donné le coup d'envoi des travaux de curage dans la commune de Tombouctou pour 2 mois. Il faut signaler que les participants recevront un cash transfert de 120 000 francs CFA sur les 2 mois que dureront les travaux. À chacun son rôle dans la grande famille judiciaire pour une bonne et saine distribution de la justice. Parmi ces acteurs qui y contribuent figurent les huissiers commissaires de justice qui ont tenu le week-end dernier les états généraux de leur profession en prévision de ceux de la justice qui auront lieu en 2025. Pour le président de l'Ordre des huissiers commissaires du Mali, il s'agit de réorganiser la profession afin qu'elle occupe toute la place qui lui revient dans le système judiciaire. Maître Boubacar Namakoro Diallo s'exprimait sur le plateau de l'invité de la semaine. Je vous propose un extrait de l'entretien avec Yaya Konati. La justice est organisée de telle sorte que chacun doit accomplir sa mission. Le rôle du juge, c'est de juger. Le rôle au niveau sein de la magistrature aussi, il y a le parquet qui a son rôle, c'est de poursuivre. Le juge d'instruction, c'est d'informer. L'avocat défend les clients ou l'autre sens aussi. Ici, il y a 2 pans. Le notaire, c'est l'agent chargé de la preuve. Donc, ils font les actes authentiques, tout ça. L'huissier, son rôle, c'est d'exécuter les décisions de justice, de faire les significations, d'aider les tribunaux au cours des audiences et des cours, en fait. Bon, maintenant, si tout le monde occupe sa part, si tout le monde fait bien son travail, je pense qu'il n'y aura pas d'empiètement.
Mais il se trouve que les activités des uns et des autres sont menées par d'autres. Donc tout le monde doit travailler dans le sens de rendre visible son rôle, d'interdire à l'autre de faire son travail. Donc on est dans ce cadre-là. C'est pourquoi il faut réorganiser tout ça qui va impacter le fonctionnement normal de la justice. Donc on comprend en ce moment que vos attentes par rapport aux États généraux prévus l'année prochaine sont grandes. Ah oui, à ce niveau-là, on a beaucoup à dire. Une décision de justice doit être claire, lisible. C'est-à-dire que ça ne doit pas tromper. Quand vous avez perdu un procès, vous devez savoir que vous avez perdu, avec les arguments que le juge va mettre. Si vous avez gagné un procès, l'autre là doit savoir qu'il doit accepter. Voilà l'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali. Sport, football, le ministre des Sports a déjeuné avec les Aigles du Mali à Kabala pour leur transmettre le message de la nation à la veille du match Mali-Mozambique au compte des éliminatoires de la CAN 2025. Autre événement, le sélectionneur national Tom Saintfiet a officiellement signé un contrat de 2 ans à la tête des Aigles du Mali. Le compte rendu avec Silegatou Sissé. Moment de convivialité et de partage à Kabala. Le ministre en charge des sports et les membres du comité exécutif de la FEMAFOOT sont venus déjeuner avec les Aigles et leur staff à la veille du match Mali-Mozambique des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le chef du département des sports respecte une tradition et apporte le message d'encouragement de la nation. Vous jouez pour le pays, vous jouez pour vous jouez pour tous les Maliens. Demain et tous les autres matchs, que vous soyez dans une disposition mentale, de mental fort, de guerrier pour pouvoir relever les défis qu'il faut. Ce déjeuner en famille aux côtés des Aigles est fortement apprécié par Tom Saintfiet. La FEMAFOOT et Saintfiet ont profité de l'occasion pour parapher un contrat de 2 ans à la tête des Aigles. C'est un grand honneur d'être dans un bel pays de football comme Mali. Et naturellement, on est très content. On a signé un contrat pour 2 ans. Et maintenant, le travail commence. On a commencé quelques jours avant. Mais demain, il y a un match très important. Un nouveau début pour tout. Et on est ici pour travailler ensemble et écrire l'histoire ensemble. C'est donc une équipe du Mali soudée et un sélectionneur motivé qui reçoivent le Mozambique. Dans la foulée, le ministre des Sports a rendu une visite aux Aiglons, internés aussi à Kabala. Il prépare dans la sérénité le tournoi IFOA Zone Ouest A à Monrovia au Libéria du 15 au 30 septembre. Les Aigles du Mali reçoivent donc ce vendredi au stade du 26 mars le Mozambique au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Cette rencontre sera le premier match officiel du nouveau sélectionneur, le Belge Tom Saintfiet, à la tête de l'équipe nationale après seulement quelques séances d'entraînement avec les Aigles. Pour cette rencontre contre le Mozambique, les Aigles sont privés des services de plusieurs joueurs cadres pour cause de blessures. Néanmoins, la sélection nationale s'est bien préparée et ambitionne de démarrer de la plus belle des manières. Adjou Matina est allé voir l'équipe à l'entraînement dans son QG à Kabala. Les Aigles du Mali s'apprêtent à entamer ce vendredi la campagne des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Rentré à l'internat à Kabala au centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré, le groupe Aigle, malgré l'absence de plusieurs joueurs majeurs, vit bien et s'entraîne parfaitement. L'atmosphère est fantastique dans le groupe. On manque naturellement beaucoup de bons joueurs, mais je suis content avec la sélection qui est là. Et on va préparer l'équipe pour une bonne performance et un bon résultat, parce que c'est important qu'on commence contre Mozambique le premier match pour le CAN. C'est important à domicile de jouer pour 3 points. Mais j'ai un bon sentiment après le premier entraînement. Aujourd'hui, les joueurs sont prêts et on va être prêts pour ce match. Tout comme les Aigles, l'Mbaba du Mozambique était aussi à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où ils ont été éliminés au premier tour. Ce vendredi, le Mali et le Mozambique vont s'affronter pour la 3e fois au compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ce vendredi, pour cette 3e opposition entre les 2 nations, le nouveau sélectionneur des Aigles, qui va finalement être sur le banc, n'aspire qu'à la victoire pour son baptême du feu et pour le 617e match des Aigles. C'est mon 105e match comme sélectionneur. J'ai beaucoup d'expérience, mais mon premier match avec Mali, avec les Aigles, et c'est toujours quelque chose de spécial. Chaque match, quand tu es sélectionneur, est quelque chose de spécial. Et je veux aussi que mes joueurs savent que chaque match qu'ils jouent pour l'équipe nationale, représenter votre pays, écouter l'hymne national, ça va être toujours quelque chose de spécial. Mali-Mozambique, c'est ce vendredi à partir de 19h au stade du 26 mars.
Une rencontre qui sera dirigée par des arbitres tchadiens avec au centre Alhaji Alaou Mahamat. Ouverture ce matin à Niamey, au Niger, des travaux des premières journées médico-chirurgicales des services de santé des armées et de l'action sociale. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, Mamoudou Idrissa Maïga et Moussa Amani. Placé sous le thème « Les défis de l'autonomisation de la prise en charge des blessés de guerre », ces premières journées chirurgico-médicales des services de santé des armées et de l'action sociale, auxquelles prennent part également plusieurs pays amis du Niger, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Togo, la Guinée, le Maroc et l'Allemagne, visent en effet à mettre à jour le niveau et à rehausser les connaissances scientifiques des médecins et agents de santé des forces armées nigériennes. En plus de la nécessité de disposer des moyens matériels et de plateaux techniques idoines, lui permettant de faire face à ses tâches quotidiennes, le service santé des armées et de l'action sociale doit avoir un personnel suffisant en quantité et en qualité. Un des moyens d'atteinte de cette deuxième exigence est la formation continue du personnel. Il faudrait le dire, au-delà des forces de défense et de sécurité, les services de santé des armées offrent ces services à l'ensemble des populations nigériennes. Ils coopèrent également avec les structures sanitaires civiles dans la prise en charge des patients, particulièrement dans les zones les plus reculées. Un exemple parfait de coopération entre forces de défense et de sécurité et population civile. Cet événement scientifique qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance du service de santé des armées et de l'action sociale pour accompagner celle globale des forces armées nigériennes à l'horizon l'an 2030. Les autorités militaires et civiles que nous remercions au passage, notamment Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major des armées, nous apportent un soutien multiforme qui va de la dotation en produits pharmaceutiques au matériel et équipements médicaux de pointe. Durant son 12 heures, les experts des différents pays présents à cet événement inédit vont échanger à travers 15 conférences et 110 communications sur le thème retenu et les questions relatives. Parlons à présent de ce fruit que vous connaissez certainement. Fruit sauvage à l'origine, le cucumis melon ou melon jaune a par la suite été domestiqué et vulgarisé dans plusieurs pays. Au Burkina Faso, on constate de plus en plus une production à grande échelle de ce fruit dans plusieurs localités. Le melon jaune est très apprécié par une grande majorité de la population. Pour mieux percevoir la ruée vers ce fruit et connaître ses vertus, suivons ce reportage de Hassan Gourabou et Salam Dabal. Rare et méconnu du grand public, le cucumis melon, communément appelé melon jaune, est aujourd'hui devenu un des fruits les plus prisés par de nombreux Burkinabés. Produit dans plusieurs localités à travers le pays, le melon jaune est accessible à la grande majorité de la population. C'est un fruit et puis les gens consomment, c'est bien pour la santé aussi. Ça contient beaucoup de vitamines, ça fortifie l'organisme. C'est un fruit que j'aime beaucoup, je consomme ça et je fais la salade de fruits avec ça. Fruit sauvage à l'origine, le cucumis melon ou melon jaune a par la suite été domestiqué au regard de ses vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Déjà au goûter on sent qu'il y a quand même une teneur importante d'eau. Donc l'eau constitue environ 80% du poids de ce fruit. Il est riche du moins en sucre. Et au-delà de tous ces macronutriments, il y a des micronutriments comme la vitamine C, qui protège l'organisme contre les radicaux libres. Au-delà de la vitamine C, il y a une autre catégorie de nutriments qu'on appelle généralement les phytonutriments, qui participent à la bonne santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Le melon jaune peut se consommer de plusieurs manières, sous plusieurs formes.
Mais pour mieux profiter de ces nutriments, le nutritionniste fait une recommandation. Le premier conseil, c'est de bien les laver soigneusement le fruit à l'eau et au savon. Si on est vraiment convaincu et on connaît directement la source du produit, voilà, on peut s'offrir le plaisir de ne pas enlever la pelure, le consommer ainsi. Convaincu des valeurs nutritives du cucumis melon ou melon jaune, notre nutritionniste Moubarak Yoda appelle l'ensemble des populations à consommer ce fruit sans hésiter, mais avec modération, car on dit toujours que tout excès peut nuire. L'ORTM est en deuil. Abdul Salam Ba, ancien technicien de son à l'ORTM, nous a quittés hier mercredi à Bamako à l'âge de 64 ans, après une carrière qui s'est conclue par sa retraite le 31 décembre 2022. Ses collègues garderont en mémoire son professionnalisme exemplaire qui a marqué de nombreux événements radiophoniques et télévisuels. En plus de ses compétences techniques, sa gentillesse et sa disponibilité faisaient de lui une personne appréciée de tous. Les obsèques de Abdul Salam Ba se dérouleront demain à 16h dans sa résidence. Nous prions pour le repos de son âme. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Retrouvez demain à 13h à Bibatou Koyan, Djakité et à 20h à Wadit Makamara. Merci et à très bientôt.